on reçoit François Parcy, hein, qui est généticien, directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire à Grenoble. Et je vous dis qu'il a publié un livre vraiment très intéressant, dont je montre ici la couverture aux éditions Humaine Science, et dont le titre, c'est L'histoire secrète des fleurs. Si vous l'achetez et le lisez, vous apprendrez vraiment énormément de choses. Donc, je vous encourage à le lire. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, je remercie l'AFIS et François-Marie pour cette invitation. Effectivement, je m'appelle François Parcy, je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai écrit un livre sur la fleur et je ne vais pas vous parler de fleurs. Je vais vous parler de certaines plantes à fleurs, mais surtout des plantes comestibles. Euh, je précise que ce sujet de la domestication des plantes, c'est pas mon sujet de recherche, hein, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet pour lequel je m'estime en partie qualifié, puisqu'en fait, la domestication, c'est du développement des plantes, c'est de l'évolution des plantes. Et ça ressemble quand même fortement à ce que j'étudie au laboratoire, mais ce n'est pas un sujet dont je suis un grand spécialiste qui a contribué par ses recherches à faire avancer le champ thématique. Je suis très sensible à l'agriculture, mais je ne suis pas non plus à la solde de semenciers ou de gros groupes d'amélioration. Je le précise parce que parfois on me pose la question, vous allez voir que je présente et je défends certaines technologies. C'est vraiment mon avis personnel, hein, parce que je les connais un peu, je sais comment elles marchent, j'ai une idée de leur potentiel. Donc, certaines fois, je les défends, mais voilà, je suis chercheur fondamental, je reçois de l'argent du CNRS et de l'ANR, donc je ne suis pas encore tellement corrompu par certains groupes. Donc, on va parler domestication. Euh, Domestication des animaux, on a une idée ce que c'est. Domestication des plantes, parfois, c'est un peu plus obscur. Et en fait, il s'est passé la même chose, hein. Les plantes comme les animaux, on a pris des choses dans la nature et on les a modifiées. Et c'est par cette modification qu'on est arrivé à avoir ce qu'on a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est la domestication? En quoi ça consiste? Ça, c'est une définition très simple et basique. C'est en fait sélectionner des plantes qui conviennent aux besoins de l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est bien sûr l'homme consommateur, hein, celui qui va les manger, mais c'est aussi celui qui va les cultiver, l'agriculteur, et ça peut être l'homme qui va les utiliser pour d'autres choses que la nourriture, comme par exemple des molécules médicamenteuses, des fibres, de l'énergie, etc. Et en fait, sélectionner, c'est une sélection qui a été faite dans un premier temps dans la biodiversité naturelle qui était présente voilà, dans le monde vivant. Puis rapidement, ça n'a plus été une sélection dans la diversité naturelle, mais ça a été une sélection dans la diversité du champ, puis du laboratoire. Donc c'est une sélection qui est artificielle et qui s'est faite d'abord dans un contexte naturel, puis dans un contexte artificiel. Et en faisant ça, et vous allez le voir, j'espère que vous allez voir les illustrations, il y en a déjà quelques-unes sur cette diapo, en fait, on a profondément modifié les plantes, hein. On a changé leur forme, on a changé leur composition, on a changé les endroits où on pouvait les cultiver. On a pris les plantes qui poussaient qu'au Mexique, on les fait pousser dans le monde entier, donc leur territoire de culture. Et en fait, comment on a fait ça? Ben, on a changé leur génome. On a profondément modifié le génome des plantes pour qu'elles nous servent euh, pour les cultiver, pour les manger, etc. Voilà. Alors, je vais commencer, on n'est pas ensemble, donc on ne peut pas vraiment jouer, mais je vais commencer par ce que j'utilise toujours quand je fais des cours, parce qu'en fait, c'est un sujet que je l'adore et je l'enseigne depuis la terminale jusqu'à l'université Interage, donc j'ai vraiment un public, hein, de 16 à 100 ans. Et malgré tout, malgré cette diversité de public, je fais en général un petit quiz au départ où je vais vous montrer des formes ancestrales de plantes et vous devez, chez vous là ou dans le chat, comme vous avez envie, vous pouvez deviner. Alors, je ne vois plus le chat, donc je ne sais pas si ce sera si simple, mais vous pouvez deviner quelles sont les plantes que je vais vous montrer. Euh, et ça, je l'ai fait, je vous disais, je le fais souvent et je l'ai même fait une fois à des classes. Enfin, j'enseigne aussi aux Normaliens à Lyon et à Paris. J'avais presque un peu honte de leur montrer un quiz parce que je me disais, oh, c'est des étudiants très avancés. En fait, en écoutant dans les couloirs à la sortie, ils disaient, oh, ce quiz, ça aurait pu durer toute la séance, on aurait adoré. Donc maintenant, je ne me gêne plus. Alors vous, je passe que 40 minutes avec vous, donc j'ai quand même un petit peu réduit. Donc là, on commence facile, hein, vous pouvez voir, vous pouvez reconnaître ce fruit. Il ressemble quand même pas mal aux fruits modernes. La grande différence, puisque j'imagine que vous avez deviné qu'il s'agissait de la banane.
Oups, pardon. La grande différence, c'est que les graines, à l'origine, hein, c'était des graines qui présentaient une taille beaucoup plus forte, qui remplissaient le fruit, et la chair était bien moins présente. Aujourd'hui, évidemment, hein, si on vous faisait manger des bananes comme ça, vous ne seriez pas super content. On préfère des bananes qui sont reproduites majoritairement de façon végétative, hein, sans croisement, sans reproduction, et qui n'ont pas de graines aussi grandes. Alors, on continue. Celui-là, alors, on commence. Il y en a qui sont un peu durs, hein. Ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas tout de suite. Donc là, je vous laisse juste le temps de faire des propositions. Euh, Celui-là, alors il ressemble à la cerise et souvent j'entends cerise, mais ce n'est pas la cerise, c'est la pomme. On le voyait un peu quand même à la base du fruit, on voyait aux feuilles. Et la pomme, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait pour le domestiquer? On l'a fait grandir. Donc, domestiquer la banane, c'est enlever les graines, faire un fruit plus gros. Domestiquer la pomme, c'est avoir un fruit plus gros. Et ça intéresse bien évidemment le consommateur. Alors, on continue dans la difficulté, hein. Celui-là, il ressemble beaucoup à un légume que vous connaissez. Si vous regardez bien là, ces petites feuilles à la base avec les petites épines, vous verrez que s'il y a des épines, ce n'est pas la tomate, c'est l'aubergine. L'aubergine, là aussi, on a fait grossir le fruit, on a changé la couleur de la peau, etc. De fortes modifications de forme. Là, il n'y a pas besoin du quiz, il y a la réponse, mais ces deux, là aussi, c'est une autre cucurbitacée. Donc le melon où les graines qui étaient très présentes sont moins présentes. Alors là, on n'a pas complètement réussi, on n'a pas enlevé toutes les graines au sein du melon. Et puis la tomate, c'est un très bel exemple de plante solanacée où le fruit a énormément grossi. Il peut y avoir jusqu'à un facteur 1000 en fait entre les tomates ancestrales, vraiment les tomates de la nature, et puis les plus grosses tomates qu'on arrive à cultiver aujourd'hui, 10 dans chaque dimension. Ça peut faire un facteur 1000 sur le volume. Alors celle-là, si vous y arrivez du premier coup, chapeau. Si Le vous vous citron, concentrez... ouais, mais... Ah oui, c'est c'est bien, écrit vous pouvez là-haut. parler. Citrullus lanatus, ben, ce n'est pas du tout le citron, hein. Citrullus lanatus. Vous pouvez regarder les graines et vous verrez que ce n'est pas du tout des graines de citron. Si je vous aide, je vous montre une forme intermédiaire qu'on trouve sur des natures mortes. Et là, vous avez déjà commencé à deviner, avec les mêmes types de graines et un peu plus de la chair rouge qu'on adore. Et puis, les formes modernes, ben voilà, c'est ça. C'est des formes multiples, des tailles énormes. Les graines qui ont disparu, comme par enchantement, en faisant des croisements entre des plantes diploïdes, des plantes tétraploïdes, on obtient des triploïdes stériles. Et on les adore parce qu'ils évitent de cracher les pépins. Et ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus juteux, etc. Et je vous le disais au début, domestiquer, ce n'est pas seulement changer la forme, mais c'est aussi changer le territoire de culture. Alors là, j'avoue que j'arrête pas de changer mes diapos, j'ai un peu de mal, parce qu'à l'origine, je montrais que ça venait du désert Namibie, Afrique du Sud. Après, j'ai vu un article de 2016 qui disait que bah non, en fait, ça venait plutôt région du Mali, etc. Et puis là, cette semaine ou la semaine dernière, j'ai vu encore un article qui dit que ça vient sans doute du Soudan. Donc, ça vient d'Afrique, si je peux vous le dire. À l'origine, c'était petit, ça pouvait causer des inflammations, ça avait un goût de noix, c'était souvent très amer, très dur à ouvrir, mais malgré tout, ça intéressait les hommes, ça pouvait être facilement transporté. J'ai eu la chance de voyager en Namibie il y a 2 mois et j'ai vu des melons ancestraux dans le désert, dans une région extrêmement aride, alors que ça renferme beaucoup d'eau, c'est très étonnant. Et aujourd'hui, on pense que ça vient peut-être du Soudan, la pastèque. Et alors, ce qui est quand même spectaculaire, en plus du changement de forme, de goût, etc., c'est que vous pouvez voir aujourd'hui les territoires de culture, hein. Ça s'est énormément étendu, puisqu'on en retrouve dans beaucoup de régions hors d'Afrique. Et même la région à l'origine, ce n'est plus tellement une région de culture massive de la pastèque. Après, ce qu'on remarque aussi sur cette petite diapo, c'est qu'à l'origine, il y a peu de variétés connues. Je marque 6 variétés, mais bon, c'est une poignée, quoi. Et on en cultive 1200 variétés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a gagné de la diversité génétique, parce qu'en fait, chaque variété cultivée aujourd'hui, elle est extrêmement homogène. Ça, c'est un point important, hein. La domestication, ça homogénise. Mais malgré tout, on a des tas de variétés différentes, on les cultive partout. Et ça, c'est vraiment un des effets de la domestication. C'est arriver à partir d'un petit nombre de variétés qui ont une très grande hétérogénéité, en faire un grand nombre très homogène et adapté à des territoires de culture très, très différents, bien différents de certains déserts, que ce soit au Soudan ou en Namibie, bien différents de ces déserts-là. Alors là, vous pouvez y aller dans les réponses. En général, j'aime bien celle-là quand je suis en classe parce qu'il y a 7 ou 8 bonnes réponses possibles. Brassica oleracea. Et cette plante-là, quand je vous dis Brassica oleracea, c'est la plante que je vous montre, hein, mais c'est aussi le chou vert, hein. Le chou vert, c'est du Brassica oleracea. Alors, c'est des variétés capitata, par exemple, comme le chou de Milan. Mais ce n'est pas seulement ça.
c'est aussi ces magnifiques choux romanesco. C'est les choux-fleurs, hein, qu'ils soient violets, qu'ils soient oranges. Tout ça, c'est Brassica oleracea, c'est la même espèce. Et on peut croiser un chou de Milan avec un chou-fleur, ça marche encore. Alors, je dois dire, c'est vraiment dans mon actualité parce qu'on est en train de, on a un papier en révision sur la forme des choux. Comment ça se fait qu'une inflorescence, c'est-à-dire une tige portant des fleurs qui normalement ressemblait à celle qui est illustrée ici, hein, ça ressemble à un colza ou une moutarde, en fait, un chou vraiment sauvage à l'origine, eh bien, on a transformé cette tige portant les fleurs, qui s'appelle l'inflorescence, on l'a transformée de façon radicale par de la sélection. Et non seulement on a fait le chou-fleur, le chou romanesco et le chou de Milan, mais on a aussi fait le chou de Bruxelles, le chou cal, le chou-fleur, le chou rave et le brocoli. Tout ça, c'est la même espèce. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on peut encore la croiser, mais il y a des tas de mutations qui font qu'elle a changé de forme, elle a changé d'aspect. Et très récemment, là, le 5 mai de cette année, il y a un article qui est sorti qui montre qu'il y a à peu près 300 régions qui sont différentes quand on compare un chou vert avec un chou brocoli, avec un chou fleur. Et c'est parmi ces 300 régions qu'il y a la cause de ces changements, mais on ne sait pas exactement, on ne peut pas pour l'instant pointer du doigt les régions qui sont tellement importantes pour changer de forme. Donc ça, c'est un petit résumé, ça pourrait s'appeler le syndrome de domestication. Hein. C'est qu'en fait, on a fait des tas de différences dans nos plantes qui font que on a adapté les plantes à nos besoins. Donc, j'en ai mentionné certaines, des fruits plus gros, des fruits plus nombreux, des graines plus grosses, des graines plus nombreuses. On a aussi modifié le fait que les graines restent accrochées ou que les fruits restent accrochés à la plante. Ça, c'est extrêmement important. On a changé l'architecture de la plante, donc des plantes parfois plus courtes qui font moins de fruits mais plus gros. On a changé les couleurs, par exemple, de certains. Moi, je vous ai montré les choux, mais c'est vrai pour les tomates, les aubergines. Et puis, on a changé les territoires de culture. Et ça, souvent, ça se fait en changeant certaines caractéristiques comme la sensibilité à la photopériode. Donc, la photopériode, c'est la durée du jour, durée de la nuit. Il y a des plantes qui vont fleurir que si les jours sont très longs. Si on les fait pousser à l'équateur, elles ne fleuriront jamais, mais on peut changer cette sensibilité à la photopériode et ça les fait fleurir. On a des plantes qui ne vont fleurir que si elles connaissent un hiver rigoureux. Ça s'appelle le besoin de vernalisation. Eh bien, on peut modifier ça pour faire des blés d'hiver, des blés de printemps, etc. On a modifié aussi la dormance des graines. Donc, la dormance des graines, c'est le fait que les graines ne vont pas germer même si on les met dans des conditions favorables à leur croissance. Elles ont une période de dormance très importante. Et on a aussi modifié ça pour que l'agriculteur, quand il sème, ben, ça germe tout de suite et ça attend pas 50, 10 ans, ça ne l'intéresserait pas beaucoup. Voilà, donc on a changé des tas de caractéristiques importantes et on en a fait des plantes qui nous plaisent plus et qui plaisent plus à l'agriculteur qui les cultive. On a changé aussi autre chose qui se voit moins, c'est la composition. Et souvent, il a fallu détoxifier. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu. Hein. On a toujours l'idée que le naturel est bon. Ça fait partie de l'imaginaire humain de penser que tout ce qui est naturel est bon. Mais les pommes de terre naturelles, elles sont bourrées de glycoalcaloïdes qui ne sont pas bons du tout, qui sont très toxiques. Les amandes ancestrales, elles sont bourrées d'un produit qui s'appelle l'amygdaline, qui libère du cyanure quand vous le digérez. Et vous imaginez bien que le cyanure, ça a beau être naturel, c'est pas du tout bon. Une poignée d'amandes ancestrales vous suffisait à tuer un homme. Donc c'est quelque chose qui a été modifié aujourd'hui. Plus personne n'a peur en mangeant des frites ou en mangeant des pâtisseries marocaines. Ça se passe en général très bien. Et en fait, là, vous voyez aussi toute cette diversité des pommes de terre. Hein, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça, c'est le genre de ressources qui existent au Pérou, par exemple, où on va garder en fait la diversité des pommes de terre parce que c'est une ressource génétique extrêmement importante d'avoir cette diversité ancestrale et naturelle. Mais ce qui est passé en Europe, hein, ce qui a été ramené après la conquête du continent américain, qui a eu du mal à s'implanter en Europe, les gens en avaient peur au début, ils ne voulaient pas le manger, etc. Et ce qui est passé, en fait, c'est quelques variétés qui ne possèdent pas les glycoalcaloïdes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, hein, en Amérique du Sud, au Pérou en particulier, les hommes, ils avaient des tas de stratégies hein, pour manger les pommes de terre. Ils les faisaient geler, dégeler, geler, dégeler, ce qui enlevait les glycoalcaloïdes. Ils faisaient des préparations à base de chaux. Il y a même des animaux qui vont lécher de la chaux en même temps qu'ils mangent les pommes de terre. Donc, il fallait vraiment détoxifier parce que ce n'était pas quelque chose de facilement comestible. Aujourd'hui, c'est parfaitement comestible. Ça a conquis l'Europe, on le sait. Ça a tellement conquis l'Europe qu'on est passé en fait d'un régime hivernal qui était beaucoup basé sur les céréales à un régime basé en partie sur la pomme de terre. Donc, c'est un immense succès de domestication
mais ça a eu dans les années 40, 1840, en particulier en Irlande, des conséquences dramatiques parce que les gens dépendaient tellement de cette ressource-là pour passer l'hiver qu'il y a eu en fait plusieurs hivers avec des très mauvaises récoltes à cause d'un pathogène, Phytophthora infectans, le mildiou. Et en fait, ça a provoqué des catastrophes en Irlande. Donc la grande migration à 1 million sur 8 qui meurt et 1 million qui émigrent, c'est une conséquence de la domestication et du fait que ces pommes de terre, elles n'avaient finalement pas tellement de diversité. Elles étaient propagées végétativement en ressemant des tubercules qui avaient les mêmes caractéristiques que la plante mère. Et ça a créé une fragilité. Et là, voilà, ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'en fait, la diversité ancestrale, elle est riche. Et les plantes, elles ont survécu jusqu'à nos jours. Donc, quel que soit le pathogène auquel elles ont fait face, elles ont survécu. Une plante cultivée, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on a perdu de la diversité. L'exemple de l'amandier, et là, voilà, je fais un peu mon scientifique. Hein. Hop, pardon, l'exemple de l'amandier, c'est un très bel exemple où en fait, ça fait voilà, plusieurs milliers d'années qu'on mange des amandes. Là aussi, on n'en a pas peur. Pourtant, il y a ce composé maléfique, là, l'amygdaline. Ceux qui sont chimistes reconnaîtront le C-triple liaison N, là. Donc ça, c'est la signature du cyanure. Donc quand on le digère, ça libère le goût amande amère d'un côté, ça libère le cyanure de l'autre, qui vous tue. Et en fait, il y a cette personne là, qui a publié un très bel article dans Science en 2019, Raquel Sanchez Pérez, avec une équipe internationale de Danois et d'Italiens. Et en fait, c'est 10 ans de travail pour aller essayer de comprendre pourquoi l'amande douce, elle est différente de l'amande amère. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle essayer d'identifier un gène de domestication, c'est-à-dire qu'un gène dans le génome de l'amandier qui va être responsable de la grande différence entre les amandes douces et les amandes amères. Et donc, ce qu'elle a découvert pendant ces 10 années, c'est que à partir d'un composé complètement anodin, la phénylalanine, pour les biologistes, vous savez très bien que c'est un acide aminé, ça fait peur à personne, on en a tous dans notre corps, ça synthétise la plupart des protéines. Et bien, en 4 réactions enzymatiques, on produit ce composé toxique, l'amygdaline. Et en fait, ce qu'elle a découvert, c'est que la fameuse mutation qui allait rendre l'amande douce, elle n'est pas dans les enzymes. En fait, les enzymes sont là. Mais simplement, elle est dans une autre protéine qui contrôle le niveau des enzymes. C'est-à-dire que chez l'amandier doux, l'enzyme 1 et l'enzyme 2, dans la peau de l'amande, sont présentes à des niveaux extrêmement faibles. Et donc, la voie de biosynthèse marche mal. Et à la fin, vous avez très peu d'amygdaline. Donc ça, c'est un beau succès de l'année dernière et ça peut servir si on veut essayer de détoxifier le manioc, par exemple, ou si on veut détoxifier les noyaux d'abricot, je ne sais pas, cette connaissance-là pourrait servir pour aller assez facilement retirer l'amygdaline de certaines plantes. Le dernier exemple de toxicité ou amertume dont je voulais vous parler, il est assez spécial. C'est vraiment un exemple que je trouve magnifique. C'est celui de la graine de sorgho. Donc là encore, on sait que dans le sorgho, il y a des molécules qui sont amères. C'est des molécules de la grande famille des tannins. Vous les connaissez parce que c'est utilisé en tannerie, extrait des écorces d'arbres européens, par exemple. Et en fait, ça existe dans les graines de sorgho. Le sorgho, c'est une céréale très cultivée. C'est la 5e céréale au monde. Ça s'adapte très bien aux régions arides. Donc, ça a un gros potentiel pour le futur. C'est déjà très cultivé en Afrique, par exemple. Ça se mange de différentes façons. Et en fait, à l'origine, c'est une plante qui était avec des graines amères à cause de ces molécules de tanin. Et récemment, il y a une équipe chinoise en fait, qui a travaillé sur les gènes qui sont responsables de l'accumulation du tanin et qui vont distinguer les sorgho doux des sorgho amers et qui sont vraiment responsables de la domestication. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils avaient des champs expérimentaux avec des rangées de sorgho doux, des rangées de sorgho amers, et ils se sont fait dévaster leur rangée de sorgho doux par des oiseaux. Et donc, ils se sont penchés un peu sur la situation africaine. Ils se sont rendus compte qu'en Afrique, il y avait un fléau, qui est ce petit oiseau là très mignon, qui s'appelle le Kelea kelea, très mignon, mais en fait, il vole en nuée de centaines d'oiseaux et il peut vous lessiver un champ en quelques heures. C'est vraiment très efficace. Et en fait, ils se sont rendus compte que cet oiseau, il mangeait que le sorgho doux et il ne mangeait pas le sorgho amer. Et donc, ils sont un peu retournés sur la carte de culture du sorgho en Afrique, c'est ce qu'on appelle la ceinture du sorgho, que vous avez ici, qui est cultivée donc d'est en ouest, et puis après ça descend comme ça vers le sud-est. Et ils ont regardé où est-ce qu'on cultivait le sorgho amer, où est-ce qu'on cultivait le sorgho doux, et ils se sont rendus compte que là, dans la partie ouest de l'Afrique, c'était surtout du sorgho sans tanin, et là, dans le reste, on avait encore des régions où il y avait énormément de sorgho cultivés avec tanin. Et après, ils ont superposé la carte de présence de l'oiseau, du Kelea kelea, et puis ça colle super bien, c'est-à-dire que dans cette région-là, on a une présence massive de l'oiseau. Et donc la conclusion, c'est une corrélation dont j'ai déduit une conclusion, donc je suis méfiant, mais l'idée, c'est qu'il y avait trop d'oiseaux pour arriver à faire pousser des sorghos qui soient doux.
Et alors, le clou du spectacle, et c'est pour ça que c'est publié dans un très bon journal, c'est qu'en fait, ils ont aussi analysé les génotypes des hommes. Et en fait, on connaît un récepteur à l'amertume et on connaît les mutations qui inhibent la fonction de ce récepteur et qui font que les hommes et les femmes qui ont cette mutation, ils sont moins sensibles à l'amertume. Et ils ont trouvé une corrélation assez forte pour être remarquée avec la présence du sorgho amer et la sensibilité à l'amertume. C'est-à-dire que dans la région où on cultive encore le sorgho amer, il y a une prédominance d'humains qui possèdent une sensibilité réduite à l'amertume. Donc, la domestication des plantes, hein, ça va un peu dans tous les sens. Hein. Parfois, ça rate et c'est l'oiseau qui induit un biais génétique chez les populations humaines. C'est un exemple, bon, il est suffisamment rare et amusant pour être remarqué, mais évidemment, ce ménage à trois, ce n'est pas la règle générale de la domestication. En général, l'homme est quand même tout puissant et arrive assez bien, assez fin en sélectionnant des plantes qui conviennent, sans pour autant avoir à muter. Alors, après ce petit tour d'horizon, ce que j'aimerais faire, c'est m'attacher à un exemple que personnellement je trouve formidable, mais je ne suis pas le seul parce que c'est un exemple de domestication absolument sensationnel, à un point tel que pendant des années, on ne savait pas quelle était la plante ancestrale et qu'il y a même eu des bagarres dont je vous parlerai entre des chercheurs pour tenter de comprendre quel était l'ancêtre. Et ça, c'est l'exemple du maïs. Le maïs, c'est la plante que vous avez à gauche, que vous connaissez bien, hein, qu'on a adaptée à nos régions. C'est une plante toute droite avec deux, trois épis, avec l'inflorescence mâle au sommet et puis très peu de branches. Et puis son ancêtre, on le sait aujourd'hui de façon ferme et définitive, c'est une plante qui s'appelle la théocinthe, qui est toute buissonnante, qui a des toutes petites tiges, qui est bourrée de petites inflorescences femelles et mâles, plein d'épis, et avec des graines qui ressemblent à ça. Donc là, vous avez vraiment la comparaison côte à côte hein, d'un maïs tel qu'il pouvait être cultivé par les Indiens Hopi, par exemple, ou en Amérique du Nord. Ce n'était pas le tout début, c'était déjà après domestication. Vous avez cet énorme épi avec des grains violets, puis après les grains ont été jaunes. Et puis là, vous avez un épi de théocinthe, et ça ne se ressemble pas du tout. C'est impressionnant. D'autant plus que quand la graine de théocinthe est mûre, on la voit un peu en bas, elle est enfermée dans une coque solide. Il faut casser la coque pour aller extraire la graine. Donc là, on a quelque chose de vraiment très, très différent, à un point que quand les gens se sont demandé, ah, le maïs, c'est super, quel peut bien être son ancêtre, eh bien, ils ne le savaient pas, ils ne pouvaient pas le dire en regardant les plantes dans la nature. Le maïs, alors là, je passe un peu vite parce que maintenant vous avez l'habitude, c'est un exemple de domestication extrêmement réussi. Il est parti du Mexique et aujourd'hui, avec des séquençages de différentes théocinthes, on sait exactement d'où il est parti. On pensait qu'il était parti des hauts plateaux mexicains parce que c'était là qu'on cultivait, en fait, pas du tout. Il est parti des plaines. On sait que les ancêtres du maïs moderne, ce sont des théocinthes qui poussaient dans les plaines, qui ont d'abord été adaptés aux plateaux, au Mexique, puis qui ont diffusé à la fois en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et qui ont diffusé après dans le monde entier sous des tas de formes. On le cultive aujourd'hui, y compris chez nous. Ça a mis du temps, mais on arrive à le cultiver chez nous, et c'est une des trois céréales les plus importantes au monde. Le maïs, il a été extrêmement important dans les civilisations précolombiennes. Hein. On le sait. On le sait parce qu'il y a des œuvres d'art, il y a ces petites poteries où on voit des épis de maïs. Là, on voit sur la couronne de cette divinité aztèque, on voit des petits épis ancestraux. On le sait parce qu'il y a des peintures avec des épis de maïs. On le sait aussi parce que dans les cérémonies funéraires, encore aujourd'hui, il y a au Mexique, par exemple, des offrandes qui sont faites avec des épis de maïs. Donc on sait que ça a été, et ça c'est un point important, hein, le maïs comme la pomme de terre ont été à l'origine du succès des civilisations précolombiennes. Et succès, ça veut dire, voilà, en nombre de population, en technologie, etc., d'arriver à avoir une source de nourriture abondante. C'est extrêmement important dans l'évolution des sociétés humaines. Et je vous disais au début, alors il y a eu une bagarre, et ça moi c'est une histoire que j'aime bien, parce qu'il y a un peu d'humain dans tout ça. Mais en fait, il y a deux scientifiques qui se sont battus des années durant pour savoir quel était l'ancêtre du maïs. Et il y avait ce monsieur à gauche, là, Mangelsdorff, qui a été quand même prof à Harvard, donc on peut considérer que c'est un grand monsieur. Et puis il y avait George Biddle. Hein. Et en fait, George Biddle, il s'est intéressé à la domestication du maïs quand il n'était même pas étudiant en thèse, c'était avant. Il avait étudié dans son laboratoire des choses qui avaient été faites par un chercheur mexicain. Et en fait, à ce moment-là, il avait proposé que le théocinthe soit l'ancêtre. Et personne n'y croyait, surtout pas, surtout pas Mangelsdorff. Et apparemment, ça, c'est la seule poignée de main qui ait jamais été immortalisée parce qu'ils ne s'en sont pas donné d'autres. C'était des féroces ennemis. Et Mangelsdorff disait, mais non, mais n'importe quoi. On ne peut pas aller d'un petit épi avec des graines enfermées vers un gros épi avec des graines nues. Ça, c'est l'évolution à l'envers.
ça n'existe pas, c'est trop rapide, c'est pas dans le bon sens. Et il avait même proposé que l'ancêtre de la théocynthe était le maïs et que l'évolution était allée du maïs vers la théocynthe. Donc il y a eu des grosses bagarres. Biddle, il a changé de sujet, il a fait sa thèse sur un autre sujet, il a fait des recherches florissantes, il est quand même devenu prix Nobel pour avoir découvert le lien entre le gène, enfin une enzyme et un gène, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Mangelsdorff, il a continué à baratiner, il a fini prof à Harvard. Et puis Biddle, une fois qu'il a été à la retraite, il a repris son sujet qu'il avait passionné étant jeune étudiant. Il a démontré proprement, avec des croisements et avec bien d'autres choses, la cytologie, etc. Il a démontré que la théocynthe était bien l'ancêtre du maïs. Ça, c'est un bel exemple parce qu'en fait, ça montre à quel point ça peut être différent et on peut ne pas y croire. Une partie de sa démonstration, ça a consisté à prendre une plante de théocynthe, à la croiser avec un plant de maïs, autofécondation première génération, deuxième génération. Il a semé un champ avec 50 000 plantes et il a vu dans son champ les 6000 ans d'histoire. Il les a vus parce qu'il a eu des épis type théocynthe, des petits épis avec des grains déjà partiellement nus, des grains complètement nus, des gros épis. Et en fait, il a recréé un peu l'histoire du maïs dans un même champ et c'est quelque chose de formidable. Et quand vous vous intéressez à l'évolution, comme je le fais sur les plantes à fleurs, si vous voulez faire des manips entre l'ancêtre et les plantes actuelles, ben, vous ne pouvez pas parce que l'ancêtre a disparu. Si vous vous intéressez à l'évolution des mammifères et que vous voulez connaître la tête de l'ancêtre commun entre la souris et l'homme, ben, accrochez-vous, ça ne sera pas possible. Et là, on a la grande chance qu'avec la domestication des plantes, les ancêtres sont encore là parce que ça s'est fait dans un temps relativement limité et qu'on a accès aux ancêtres. C'est quelque chose d'assez formidable du point de vue de la recherche. Donc là, je vais entrer un tout petit peu aussi dans le vif du sujet, les gènes de domestication, c'est-à-dire vraiment la cause de cette différence de taille, de forme, d'architecture de la plante. Le premier gène qui a été cloné en 97, je crois, par l'équipe de John Doublet, c'est le gène qui s'appelle TB1, peu importe son nom. Mais en fait, c'est un gène dont la fonction, donc la fonction de la protéine correspondante, c'est de freiner la croissance des branches. Et donc, si ce gène-là, il marche bien, les plantes ne font pas de branches. Mais en fait, chez la théocynthe, eh bien, l'activité de ce gène, elle est très faible. Il se trouve qu'elle est très faible, donc il ne freine pas la croissance des branches. Et puis, chez le maïs moderne, il se trouve qu'il y a une séquence sauteuse, un transposon, pour ceux qui connaissent ça, qui est tombé à côté du gène TB1, qui a énormément augmenté son activité, donc on a un gène très exprimé, et là, il se met à freiner la croissance des branches, et il rend le plant de maïs comme ça, tout droit, avec aucune branche latérale, et simplement les deux épis. Donc ça, c'est vraiment faire le lien entre une forme nouvelle, le maïs, et une cause génétique. Et on a mis le doigt sur la modification génétique qui avait provoqué la différence d'architecture de la plante. Ça s'est fait aussi pour les graines nues. Il y a aussi le gène de la graine nue. Alors, on devrait dire les gènes, parce que là, il n'y en a pas un seul. Il y a un gène qui s'appelle TGA1. Et en fait, quand on prend le gène, sa version maïs, et qu'on l'a réintroduit dans la théocynthe, on n'a pas des graines complètement nues comme chez le maïs. On a une coque, là, une petite coque entrouverte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le grain au milieu. Et ça, on peut imaginer, on peut se mettre à la place des Incas. Hein. Quand ils ont vu apparaître dans leur champ des graines où il n'y avait plus besoin de taper, alors ils n'avaient pas d'acier, ou ils avaient de l'or et du cuivre, mais ils n'avaient pas de métaux durs. Hein. Donc ils devaient peut-être taper avec des pierres, peut-être les faire frire comme des pop-corn. Et c'était quand même compliqué d'extraire la substance, la nourriture. Et bien là, ils avaient quelque chose qu'on pouvait simplement séparer. Et donc on peut imaginer qu'ils se sont mis à cultiver ça. Ils ont dû se rendre compte que quand on sème une graine à moitié ouverte, le plant qui va pousser, il fait que des graines à moitié ouvertes. C'est héritable génétiquement. C'est super important. Et puis peut-être que 300-400 ans après, nouvelle mutation et un grain complètement nu. Et ils ont fait pousser plus que ça. Et là, je fais un tout petit clin d'œil. Hein, quand les gens ils ont commencé à cultiver les graines entrouvertes ou les grains nus, je suis persuadé que le voisin n'a pas dit je ne veux pas de pollution génétique dans mon champ. Votre plante, elle est génétiquement modifiée, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'intérêt à ne pas avoir à ouvrir les graines et à pouvoir les moudre directement, les récolter très facilement. Et donc, ça s'est propagé dans le monde entier. Et évidemment, plus personne ne mange ou ne cultive de la théocynthe aujourd'hui parce que c'est tellement spectaculaire d'avoir un plant de maïs. Alors, ce super maïs, là, ça, vous n'êtes pas des étudiants de terminale, mais n'empêche que je vous mets la même diapo. Est-ce qu'il est mieux ce maïs? Hein? Vous savez, en France, on dit amélioration des plantes. Hein. On a beaucoup amélioré nos plantes. Est-ce qu'il est mieux? Eh bien, la réponse, c'est ni oui ni non. Hein. Ça dépend du contexte. Parce que le maïs dans le champ, il est formidable. On le récolte, il a ses graines nues, elles ne tombent pas au sol, etc. C'est super, tout germe en même temps. Mais le maïs dans la nature, ça serait une catastrophe. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, c'est rare qu'on voit des graines de maïs s'évader des champs et puis du plant de maïs
pousser dans les fossés ou dans les bordures de forêt, ça n'existe pas. C'est une plante qui n'a très peu d'atouts dans la nature. Elle a des grains qui sont accessibles aux prédateurs, que ce soit des champignons, des souris, que ce soit des hommes. Voilà, et ils sont tous ensemble, ils poussent tous au même endroit, ils ne se disséminent pas, ils tombent, ils restent accrochés. Alors qu'une graine de théocinthe dans sa coque, elle va mettre des années, la coque, à petit se dégrader. Ça va germer étalé. S'il y a une très mauvaise année, elles ne germeront pas tout en même temps. Et donc, en fait, si on veut faire une comparaison entre domestication des plantes et domestication des animaux, si on prend l'exemple le plus marquant, hein, qui a commencé sans doute il y a 35 000 ans, l'exemple du loup, notre super maïs qu'on croit beau et fort, c'est un caniche. Hein. C'est un caniche parce que si on le relâche dans des forêts peuplées de loups, là, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, il ne va pas passer tellement de générations, il va rapidement se faire dévorer. Il n'est pas adapté à la nature. Et ça veut dire aussi, et là, il y a aussi un message subliminal, c'est qu'il n'y a pas vraiment à avoir peur des plantes cultivées. Hein. Les plantes cultivées, ce sont un peu des êtres faibles et chétifs qui ont besoin, comme le caniche, hein, qu'on le nourrisse, qu'on lui tienne chaud, etc., qu'on enlève les prédateurs. Et donc, ce sont des êtres qui sont très peu adaptés à la nature. Et la chance qu'une plante cultivée se dissémine et envahisse la nature, elle n'est pas très forte. Il ne faut pas trop s'en méfier. Donc, cette première partie, la conclusion, c'est le champ, ce n'est pas des conditions naturelles, c'est des conditions extrêmement artificielles. Donc, il y a des conditions de culture artificielle, une sélection artificielle pour aller à l'encontre de la nature et faire des plantes qui ont besoin qu'on leur donne de l'engrais, qu'on les désherbe, qu'on enlève les prédateurs, qu'on leur donne de l'eau, de faire des petits caniches. Mais alors, c'est des super caniches parce que nous, ils nous arrangent et ils nous ont permis voilà, d'être aussi nombreux aujourd'hui, etc. Je vais en reparler. Et en fait, ces plantes-là, elles sont génétiquement différentes des plantes ancestrales. Et alors moi, c'est pour ça que je n'aime pas du tout la notion de OGM, qui je trouve trop vaguement définie. Donc je pense qu'il y a des tas de plantes qu'on pourrait classer comme des OGM. Et donc, quand je vais en parler, je vais plutôt parler de plantes transgéniques, parce que ça, vraiment, on sait ce que ça veut dire, versus des plantes dans la nature. Mais je vais éviter d'utiliser le mot d'OGM parce que je pense que le maïs, c'est une plante qui est génétiquement extrêmement modifiée par rapport à la théocinthe. Et j'espère que c'est quelque chose de naturel pour vous, vu ce que je vous ai dit avant. Alors, si ça vous intéresse, ce genre de choses, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Il y a le grand précurseur Jared Diamond, hein, prix Pulitzer pour ce magnifique livre, Guns, Germs and Steel, qui relie l'histoire de l'humanité à la lumière de la domestication animale et végétale. Je ne vous en parle pas plus, mais c'est quelque chose de vraiment magnifique. Il y a eu une reprise par Harari, un enrichissement donc par le bouquin Sapiens, très inspiré de Jared Diamond. Et puis, si vous êtes comme les étudiants de terminale ou mes propres enfants qui m'ont indiqué ça, vous ne passez pas des heures et des heures à lire les énormes pavés qui parfois quand même sont un peu lourdeau. Vous regardez cette très jolie chaîne, Kurzgesagt, qui devrait plaire à la FIS, parce que c'est de la science de très bonne qualité. François-Marie, tu pourras regarder dans le domaine de la physique. Moi, je l'ai scruté dans le domaine de la biologie, elle est super. 10 minutes de concentré, avec des petits animés, comme aime la jeune génération, et comme moi, j'ai beaucoup apprécié de le regarder. Et là, on a un digest qui vous explique qu'en fait, voilà, la domestication, c'est essentiel. Ça a coïncidé avec les foyers de peuplement. S'il y a eu les foyers de la civilisation au Proche-Orient. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait des ressources, il y avait des plantes, il y avait des animaux qui ont été domestiqués. Parce que si on ne passe pas notre temps à courir après les animaux et à cueillir, eh bien, on dégage du temps pour structurer la société, pour faire de la science comme on le fait aujourd'hui, de la technologie, etc. Si on a un stock de graines, il faut qu'il passe l'hiver à l'abri des prédateurs, eh bien, on domestique le chat. Si on a peur des voisins parce qu'ils viennent voler les graines, on fait des hommes armés, on commence à faire des castes de militaires, etc. Je vais très très vite en besogne, lisez Sapiens ou Jared Diamond, mais c'est ce qui vous explique, en fait, la domestication, c'est extrêmement important dans l'histoire de nos sociétés. Et donc, c'est intéressant de s'y pencher parce que quand même, c'est notre histoire. Et puis aussi parce que c'est notre histoire et c'est notre futur. Et c'est ça que j'aimerais aborder dans les minutes qui me restent, un peu le futur de la domestication. Donc, au départ, ça a commencé de façon involontaire. Il y avait des camps temporaires. Les hommes, ils ramenaient les amandes non toxiques, ils ramenaient les premiers fruits à avoir germé, à avoir mûri. Et ça restait au même endroit. Et quand ils revenaient dans leur camp temporaire 5 ans après ou l'année d'après, eh bien, les amandiers qui poussaient ou les tomates, elles étaient un peu plus grosses, les amandiers étaient non toxiques. Donc, en fait, on a imposé une pression de sélection complètement involontaire, simplement en ramenant les graines des fruits et légumes. Quand on avait un chien, si vous mordez jeune, on le tuait. Et puis, si vous ne mordez pas, il vivait plus vieux, il avait des chances de se reproduire. Et donc, on mettait une pression de sélection sur la docilité. Et
et on avait petit à petit des loups de moins en moins méchants, de plus en plus dociles. C'était involontaire et ça a conduit à une pression de sélection vers certains caractères. Aujourd'hui, on fait des choses très différentes. Donc là, je vous parle de choses qui se font depuis en gros une grosse centaine d'années. Aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est que si on voulait des formes, des goûts, des choses nouvelles qui sont mieux adaptées à ce qu'on veut nous, des fruits plus gros, des couleurs différentes, des graines moins nombreuses, il fallait utiliser la diversité. Et qu'en fait, c'était ces mutations qu'on pourrait appeler des allèles, on peut l'appeler comme vous voulez, des variations, qui sont la richesse. En fait. C'est la richesse dans la population humaine, mais c'est la richesse aussi dans l'utilisation de plantes. Et quand on veut créer, qu'on veut obtenir de nouveaux caractères, on peut croiser. Donc on peut faire des croisements entre variétés. On va croiser un brocoli avec un chou, on va avoir des nouvelles formes de choux, etc. Donc là, ça veut dire on manipule voilà, peut-être des dizaines ou centaines de milliers de variations alléliques ou de mutations. On peut y aller très fort, on peut même croiser entre espèces, et là, il faut faire des sauvetages d'embryons, c'est un peu plus complet. On peut comme ça croiser un amandier avec un abricot, et on peut avoir des nouvelles variétés d'amandes, des nouvelles variétés d'abricots, un melon avec un concombre. Et là, on introduit des millions de variations de l'un à l'autre. Et après, on est obligé de faire des rétrocroisements pour obtenir quelque chose qui ressemble un peu plus à un melon, un peu plus à un concombre, parce que s'ils ont le même goût, c'est qu'on a raté notre melon. Au passage, on s'est rendu compte que le croisement, il y avait aussi un potentiel incroyable, puisque il y avait cette espèce de vigueur hybride, ça s'appelle comme ça, quand on a deux parents homogènes et qu'on les croise, la première génération extrêmement vigoureuse. Ça a été très utilisé en agriculture. Et puis, ce qu'on fait depuis 1930, et ça, peu de gens le savent, et c'est important de le savoir, c'est qu'on utilise la mutagénèse. On fait en fait une mutagénèse chimique, une mutagénèse par irradiation. Il y a énormément de plantes que vous consommez tous les jours qui ont été créées comme ça, simplement parce qu'au lieu de faire un croisement qui va vous faire, je ne sais pas quoi, 1 million de mutations, on met un coup de mutagène, on en a peut-être 100 000. Après, on recroise parce que si ça introduit, je sais pas, des fruits plus petits, ben, on recroise pour avoir de nouveau les fruits gros. Mais peut-être qu'on va avoir un pamplemousse rose, le pomelo, s'il a été créé comme ça. Donc ça se fait depuis longtemps. C'est pas polémique, c'est pas étiqueté, c'est juste de la diversité. Sauf que le d'attendre qu'elle se produise bien, ou alors de l'obtenir en croisement, on l'obtient en mutagénèse. Après, il y a eu, alors là, on parle vraiment de plantes génétiquement modifiées, de plantes transgéniques. Là, on utilise une bactérie qui est capable de faire ça, l'agrobactérie. On passe par une étape de tissu, de culture de tissu, qui introduit aussi quelques mutations. Et puis, on peut prendre de l'ADN étranger. Donc là, on fait quelque chose qui, naturellement, enfin, les transferts horizontaux, ça existe, mais là, on fait des choses, elles ne se produisent pas dans la nature pour la plupart. Ça a rendu quand même des grands services. Et là, je vous laisserai seul juge sur le côté. Alors, oui, les OGM ne sont pas stériles. Ma diapo est malencontreusement fausse. Souvent, les gens pensent que les OGM sont stériles. Ce n'est pas vrai, elles ne sont pas stériles. Et on a fait des choses comme ça. Les grandes variétés de plantes transgéniques, c'est le soja qui résiste aux herbicides. Ça évite d'aller de labourer, mais ça, voilà, on épand des herbicides et puis il n'y a plus que la plante qui nous intéresse qui pousse. Je ne dis pas plus. On a créé des plantes qui étaient capables de se défendre par elles-mêmes en produisant leurs propres insecticides. On a pris un insecticide bio qui existe toujours, qui est toujours vendu comme insecticide bio, parce qu'il est produit par un bacille Bt. Et donc, on pouvait l'épandre en hélicoptère sans aucun problème. Et je vous dis qu'en hélicoptère, vous visez un peu moins bien quand même que quand vous le faites produire par la plante elle-même. On l'a mis dans le maïs, ça a fait le fameux maïs Bt qui se défend lui-même contre la pyrale du maïs. Mais il y a du Bt, une toxine de cette bactérie, qui est produite dans les grains. Et donc, si la pyrale la mange, l'humain la mange aussi. Ça a été testé, c'est pas toxique, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de manger du Bt, là, vous en mangez un coup sûr, parce qu'elle est à l'intérieur. Par ailleurs, on s'en sert aussi beaucoup pour protéger les cultures. On peut, par exemple, rendre des plantes insensibles à certains virus, naturellement protégées. J'ai contribué à une tribune dans Le Monde avec plein de collègues il y a quelques semaines. On utilise des insecticides souvent parce que les insectes sont les vecteurs des virus. Mais on n'a rien contre l'insecte. Simplement, il apporte un virus, donc on le tue. Eh bien, on peut protéger les plantes par la transgénèse naturellement et les rendre résistantes à certains virus. Alors, voilà, je vois que j'ai parlé un peu beaucoup, mais je veux quand même finir par ça. Ça, c'est très important. Depuis quelques années, depuis avant même le prix Nobel de l'année dernière, il y a une technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui permet d'aller faire des mutations exactement là où on veut. Et plus d'en mettre 100 000 et puis de faire le tri après, ou d'en mettre 1 million par croisement et de faire le tri. Là, on dit, je sais que si je veux un maïs tout droit, je dois taper sur TB1, je touche TB1 et je touche rien d'autre. Ou presque rien d'autre, parce qu'il y a quand même une étape de culture de tissu
tu peux bien introduire quelques dizaines de mutations. Alors, moi, la question que je me pose comme citoyen, comme consommateur, c'est faut-il vraiment aller aussi loin? Je me pose la même question sur le 5G, par exemple. Faut-il aller jusqu'à la 5G? Moi, la 4G, ça me va. Pourquoi on doit continuer comme ça? Pourquoi on doit continuer cette course en avant? Dans ce cas-là, je suis intimement persuadé qu'il faut aller plus loin. On demande à notre agriculture d'être plus respectueuse de l'environnement, d'utiliser moins d'engrais, moins d'eau, moins d'intrants, moins de pesticides. Et les plantes, naturellement, elles savent se défendre. Sauf que les plantes domestiquées, c'est notre caniche. Elles ont du mal à se défendre. Donc, je pense qu'il faut utiliser les capacités naturelles des plantes à se défendre pour éviter les intrants. On a des maladies qui vont apparaître, on a le changement climatique. On sait très bien qu'il y a un changement climatique qui nous arrive dessus. On n'aura pas des millions d'années pour s'y adapter. Nos plantes cultivées n'ont pas des millions d'années pour s'y adapter. Et la population mondiale, si on veut la nourrir en étant respectueux, etc., voilà, il y a quand même du boulot. Alors, je ne dis pas que la seule solution, c'est les plantes modifiées par CRISPR. Je pense que la sobriété, je veux dire, manger moins de steaks qui sont nourris au soja, hein, ça marche aussi hein, quand même. Hein. Voilà, chacun fait ses choix, ça marche aussi. Faire des associations de l'agroécologie, etc., ça peut marcher aussi. Donc, il n'y a pas que la diversité génétique, mais moi, je pense que c'est une corde à l'arc. Et si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, quand on lit certains prospectus, j'en ai étudié un récemment, vous voyez de qui je parle, on lit partout que la mutation, c'est mal, surtout si elle est introduite par l'homme. Je pense que vous avez compris, hein, en écoutant un peu tout ce que je vous ai raconté, que la mutation, c'est normal. La mutation, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec CRISPR? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple prendre une tomate, retirer le gène de sensibilité à un pathogène et elle devient résistante. On traite ou on délète. Déléter, ça veut dire retirer un gène. Et ça, c'est possible. Après, il n'y a plus besoin d'aller mettre ni bouillie bordelaise, qui est quand même bio, mais pas si terrible que ça, ou alors d'aller mettre des pesticides dont on n'a pas besoin. On peut rendre la tomate naturellement résistante en lui retirant le gène de sensibilité. Ça, c'est possible. Il y a des gens qui se sont aussi amusés à ça. Ils se sont amusés à faire quelques milliers d'années de domestication. Ça s'appelle la domestication de novo. Ils ont pris une petite tomate qui avait peut-être une résistance aux pathogènes particulières ou un goût particulier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En quelques mutations CRISPR, ils ont changé l'architecture, la tolérance aux maladies, la tolérance au sol salé, des grappes différentes, un contenu en vitamines, etc., la taille des fruits, évidemment. Ils l'ont modifié en quelques mutations. Il y a aussi l'espoir de faire des plantes pérennes, alors qu'actuellement, on se sert de céréales annuelles, de tournesol annuel. Une plante pérenne, c'est comme un noyer, hein, vous le récoltez chaque année, vous n'arrachez pas la plante, vous ne labourez pas derrière, elle a des racines profondes. Il y a des espoirs d'utiliser des variétés de céréales ou de tournesol qui sont pérennes, de les modifier en suivant les leçons de la domestication et de faire une récolte par an, de couper la tête et de faire une récolte par an, ce qui personnellement me semble un espoir formidable. Ça ne se fait pas encore, mais ça pourrait. Il y a des gens qui font de la recherche là-dessus pour arriver à faire ça. Et puis, ça c'est ma dernière diapo, la révolution saison 2. C'est la possibilité de propager la vigueur hybride sans croisement avec une combinaison de ce qu'on appelle l'apomixie. Vous avez un riz super vigoureux, vous ne le croisez même pas. Le paysan, il prend sa récolte, il la ressème, il a de nouveau un riz vigoureux. Je ne sais même pas qui va vouloir mettre ça sur le marché, tellement c'est extraordinaire, parce que le pauvre semencier, s'il met ça sur le marché, plus personne ne lui achète jamais sa semence, puisque le paysan se débrouille tout seul. Et ça existe. Il y a eu 2 papiers publiés en 2018. C'est possible de le faire. Ça a été fait 2 fois chez le riz. C'est possible chez d'autres. Et je pense que ça, c'est absolument incroyable parce que devoir faire des hybrides F1, c'est compliqué, ça prend du temps, ça là. Et là, on pourrait propager ça. Donc, j'en termine là. Désolé si j'étais un tout petit peu plus long que prévu. On domestique les plantes depuis longtemps, mais on l'a fait les yeux bandés en imposant une pression de sélection au départ sans rien y comprendre. Mais petit à petit, on comprend ce qu'on a fait. On sait un peu comment on a touché au génome des plantes et comment on a sélectionné des caractères avantageux. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé et on peut exploiter cette connaissance scientifique. Et j'imagine que voilà, des gens comme Alafis, vous êtes sûrement sensibles à ça. Moi, je suis persuadé qu'on peut exploiter la connaissance scientifique pour lever le bandeau sur les yeux et se dire cette mutation-là, elle est bénéfique, elle détoxifie l'amandier, etc. Et on entend souvent qu'une mutation, voilà, que si elle est induite par l'homme, c'est le diable, mais non. Les mutations, c'est la diversité, c'est même toute la vie, parce que s'il n'y avait pas de mutation, il n'y aurait jamais eu d'espèces sur Terre. Et donc, moi, je suis persuadé qu'il y a des gros espoirs qui peuvent naître de ces nouvelles technologies et qu'en y réfléchissant bien, hein, en l'utilisant pas forcément de la même façon sur la plante, sur la vache et sur l'homme, parce que là, on touche à des problèmes qui sont autrement plus compliqués, eh bien, voilà, en les manipulant bien, on peut faire des choses
absolument formidable. Et ça, c'est mon avis personnel. C'est un avis qui est subjectif, mais que je partage volontiers avec vous. Je vous remercie pour votre écoute. Il y a un Ouais, point très vas-y. important que j'ai oublié, que je veux absolument dire, c'est qu'une plante CRISPR, à la fin, on est passé par une étape où on a utilisé la transgénèse, mais à la fin, c'est une plante qui possède une ou quelques mutations, qui n'est pas une plante transgénique. Donc, c'est une plante qui est génétiquement modifiée, oui, mais ce n'est pas une plante transgénique. Le transgène a été complètement retiré, et c'est même, dans beaucoup de cas, une plante dont on ne peut pas savoir si elle est apparue spontanément dans la nature ou si elle a été créée par l'homme. Ça, c'est un point extrêmement important à la fois pour des questions de législation et pour des questions d'acceptabilité. Hein. Voilà. Excusez-moi, j'aurais dû le dire en cours de route, mais j'ai vu que je parlais trop, j'ai accéléré. J'écoute vos questions. Tu as parlé un peu des Incas, mais à part ça, tu n'as pas donné tellement de dates. À partir de quand est-ce que l'homme a fait ce type de domestication? En fait, c'est le début de l'agriculture. Donc, c'est le passage chasseur-cueilleur vers agriculteur. Donc, ça va dépendre énormément, parce qu'il y a des plantes qu'on a domestiquées très récemment, dans les derniers 300 ans, et puis d'autres, c'est dans les derniers 10 000 ans. Mais en gros, l'agriculture, en gros, les débuts, c'est 10 000 ans, à peu près. D'accord. Mais ça va dépendre des endroits, etc. Les premières céréales, on estime à peu près 10 000 ans. Ça dépend beaucoup des régions, etc. Donc, ça s'est étalé comme ça. Le maïs, c'est un peu moins, par exemple. Le maïs, c'est un peu moins. D'accord. Donc c'est parallèle à l'agriculture en fait. Dès qu'il y a de l'agriculture, il y a de la domestication des plantes naturelles et de l'adaptation. Tout à fait. C'est Voilà. parallèle à l'agriculture, parfaitement. Ok, donc au début de ta présentation, tu as montré pas mal d'exemples justement de controverses sur bah, tiens, quelle est la plante ou le légume d'origine. Finalement, qu'est-ce qui permet de dire à la fin, bon, on est sûr que c'est celle-là? Alors, tu as donné l'exemple des croisements qui ont été faits dans un Ouais. champ, mais est-ce que maintenant, par exemple, l'analyse Ah, génétique permet de faire ça? ouais. Bon, très bonne question. Je l'ai souvent celle-là. L'analyse génomique résout toutes ces questions. C'est-à-dire qu'à une époque, on se basait sur des traits morphologiques, puis après sur quelques marqueurs. Aujourd'hui, avec le séquençage des génomes, on retrace toute l'histoire des animaux domestiqués et des plantes domestiquées. C'est-à-dire qu'en fait, en comparant le génome de la plante domestiquée avec les génomes de plantes sauvages, on peut dire, ah voilà, là, ça se ressemble trop, c'est pas du hasard, et ça vient de là. Et on peut voir, par exemple, deux génomes qui ont été croisés, qui ont été, tu vois, mélangés. Donc aujourd'hui, parfois c'est compliqué. Par exemple, la pastèque, on a du mal quand même, hein, mais on a une connaissance de l'histoire des végétaux qui est bien supérieure, et c'est grâce au séquençage génomique. On connaît le génome. L'exemple de la théocinthe, c'est un super exemple où on était encore perdu il y a pas mal de temps. Une fois que c'était acquis que c'était la théocinthe, on ne savait pas d'où elle venait. Il y en a plein de sortes, il y en a plein d'endroits, et ils ont trouvé les trois théocinthes dans un endroit précis, qui sont les parents de la plupart des maïs domestiqués, la quasi-totalité des maïs domestiqués d'aujourd'hui. Donc on a une connaissance, mais là je te parle depuis 10 ans, hein, c'est pas plus que ça, quoi. Il faut du Hmm, séquençage génomique, donc c'est quand même hmm, costaud, quoi. d'accord. Et alors, une autre question qui, moi, m'a souvent interpellé pour le chocolat cacao, c'est au départ, en fait, le fruit, donc tu as dit que certains fruits sont amers ou même sont dangereux à cause des inflammations, mais du coup, qu'est-ce qui peut pousser les gens à essayer de les transformer plutôt que se dire, je vais plutôt faire avec les Ouais. fraises parce que c'est bien meilleur, quoi. Alors voilà, mais alors, imagine-toi dans la nature à te nourrir de fraises des bois. D'abord, c'est pas très gros, et ensuite, ça marche qu'à une seule saison. Alors, moi, je crois que on me la pose souvent cette question-là aussi. Vraiment, il faut se la poser. Imaginons-nous lâchés dans la nature, dans une forêt amazonienne ou une forêt de par chez nous, et puis à devoir survivre. Eh bien, ce que t'apporte le végétal naturel, c'est quand même pas extraordinaire, hein. Tu peux Ouais. attraper des glands, mais les glands, on n'a même pas réussi. C'est que la ressource qui est fournie par les plantes sauvages, elle n'est pas extraordinaire. Les pastèques, les watermelons, ça servait à avoir une réserve d'eau, à transporter. Ça n'avait pas un goût terrible, mais je pense qu'à une époque, ils ne faisaient pas la fine bouche, quoi. Et ils prenaient ce qu'ils avaient. Sauf que, à force de, tu vois, de le propager, de le cultiver, de l'observer, ah, tiens, là, il y a un peu plus gros, là, un peu moins amer, là, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que c'est presque étonnant parce que même, tu vois, la théocinthe, alors ils ont fait des manips, on peut la passer à la poêle et ça explose. Ça fait des pop-corn. Donc peut-être que ça a marché comme ça. Mais on se demande, mais pourquoi ils s'embêtent à casser pour avoir une graine minuscule, avoir un travail énorme. Mais je pense qu'à une époque, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient manger ce qui existait dans la nature, quoi. Ouais, je m'étais posé la question, on m'avait expliqué comment on passait de la graine de cacao à un truc qui est mangeable, et ça demande plein d'étapes, quoi. Mhm. C'est ça qui est, c'est vachement surprenant. On se Merveilleux. dit, mais comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire toutes ces étapes-là pour arriver
au truc qui est effectivement mangeable, quoi. Je suis passé un peu vite, mais en fait, au départ, c'est vraiment du non intentionnel. C'est facile, avec l'amandier, par exemple, on se dit, tiens, celle-là, elle a un goût moins fort, elle me fait moins mal au ventre, parce qu'ils ne mourraient pas tous, mais je veux dire, voilà. Et on se dit après, OK. Mais il y a des cas où c'est difficile d'imaginer comment, parce que là, c'était une mutation et ça la rend douce, donc chouette, c'est facile ça. Il y a des cas où il a fallu effectivement accumuler et accumuler des mutations, et on se pose la question, mais comment? Alors aujourd'hui, avec les restes archéologiques plus le séquençage génomique, on peut même faire le chemin, hein. On peut retracer le chemin. On peut dire, voilà, par exemple, le maïs, les premières mutations, c'était celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc, on va même réussir, c'est en cours de route, ça c'est vraiment le front de science, on va réussir à retracer l'histoire de la domestication avec du séquençage de restes archéologiques, ce qui est formidable, quoi. Comme on retrace l'histoire de l'homme en séquençant de la terre dans des grottes, quoi. Donc là, la question suivante, mais je crois que tu as répondu pendant l'exposé, hein. Comment, en fait, ça marche le processus de sélection? Euh, donc, en fait, nos ancêtres prenaient simplement les cas qui étaient meilleurs, quoi, et Exactement. cultivaient ceux-là au fur et à mesure, quoi. Au lieu d'être une sélection naturelle par la survie dans la nature, c'est une sélection artificielle parce que ça plaît à l'homme et qu'il le propage. Et c'est très fort, hein. C'est pour ça qu'on a eu des modifications aussi fortes, parce que si tu te mets à le propager, c'est un succès évolutif énorme. On regarde les champs de blé ou les vaches aujourd'hui, quoi. C'est un succès énorme parce qu'il y a la patte de l'homme. Avant qu'un avantage dans la nature provoque une augmentation des individus aussi forte, il faudrait vraiment un avantage gigantesque. Mais là, il y a la patte de l'homme qui fait que la pression artificielle qui est imposée, elle a des conséquences gigantesques. Et c'est pour ça que c'est allé aussi vite. Et c'est pour ça que Mangelsdorff était perdu, parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'on soit allé aussi vite, mais c'est la patte de l'homme, quoi. C'est le champ. Hmm. Et du coup, là, bah, une question qui est reliée, combien de temps, en fait, on donnait l'exemple du chou, enfin, tu as donné l'exemple du chou, ça se fait quoi, sur 300 ans, ou c'est Les plus long? choux, par exemple, les romanesco, qui sont un peu les derniers à être apparus, c'est quelques centaines d'années. Mais par contre, on sait que ça venait du brocoli, qui était là encore quelques centaines d'années avant. Et puis alors le chou, c'est par chez nous, ça fait partie des maigres nourritures autochtones, hein, que si on devait vivre sur elles, ce ne serait pas si terrible. Mais le chou, lui, on en trouve en Bretagne, on en trouve sur la côte nord Méditerranée, enfin, sud de la Méditerranée, je veux dire nord de l'Afrique. Donc le chou, il existait, mais pas terrible. Et petit à petit, on l'a modifié. Et là, on le comprend mieux parce qu'un chou vert, c'est quand même des feuilles, tu vois. Donc, on a pu petit à petit avoir un chou qu'on faisait bouillir pour ses feuilles. Et puis, un beau jour, on a eu une inflorescence différente. Et on s'est dit, ah, c'est pas mal celle-là, les brocolis, hop, on le mange. Et après, encore un beau jour, un chou fleur, on se dit, waouh. Et après, un chou romanesco, super beau. Et voilà. Et là, on voit aussi, hein, la progression, accumulation de mutations. Ouais, sur ces cas-là, on voit un petit peu mieux, effectivement, parce que l'amélioration, elle est directe, quoi. Donc, dès que ça améliore, on peut se dire, tiens, celui-là, c'est mieux, donc je vais le sélectionner, quoi. C'est d'accord. Alors, un truc, ça commence à être un petit peu controversé. Alors, on entend souvent dire que, ouais, mais les plantes d'aujourd'hui, c'est vrai ça pousse, c'est plus gros, ça pousse plus vite, tout ça, mais en fait, ça n'a pas la même valeur nutritionnelle que les fruits de notre enfance. Donc, est-ce que c'est vrai, ça Alors, d'abord? Est-ce qu'on peut dire que les valeurs nutritionnelles ont diminué ou augmenté avec les modifications qu'on a sélectionnées? Alors, valeur nutritionnelle, valeur gustative, en fait, dès le moment où tu domestiques à l'aveugle sur un caractère précis, par exemple, ce qu'on appelle la shelf life pour les tomates, hein, qu'elle dure longtemps sur une étagère, dès le moment où tu mets l'accent là-dessus et que tu le fais de façon non contrôlée, avec de la sélection comme on fait d'habitude, par croisement, eh bien, tu peux perdre certains caractères. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cas où on mange des grosses tomates qui n'ont quand même pas un goût terrible. Et pourquoi? Ben, parce qu'elles ont été sélectionnées par les croisements classiques pour certains caractères et qu'elles ont perdu d'autres. Typiquement, les roses, c'est un cas de domestication en horticulture. Les roses, on sait qu'elles ont perdu le parfum, dans certains cas en gagnant des pétales. C'est pas automatique, ça, hein. C'est simplement parce qu'il se trouve que dans le croisement, on voyait, ah, il y a plus de pétales, on ne regardait pas le parfum, clac, on a regardé cela, on a des grosses roses qui ne sentent plus rien. C'est vrai, ça, tu le sais toi-même, les roses ancestrales, tu le sens, elles sentent super bon. Mais ça, c'est parce qu'on l'a fait en regardant seulement le nombre de pétales. Si aujourd'hui tu me dis, tu pourrais prendre une rose ancestrale, augmenter les pétales, je dis très bien, je déplace la frontière des gènes A et des gènes C, bing, et j'aurai une rose qui sent bon et qui aura beaucoup de pétales. Et donc, en fait, oui, on a perdu les fraises, c'est pareil. Moi, je mange des maras des bois, là, elles sont minuscules, elles ont un goût extraordinaire. Je le sais, ça. Et elles vivent pas très longtemps, elles sont pas très grosses, etc. Parce que la domestication, elle s'est faite sur certains caractères, surtout récemment, qui étaient des caractères de transport, etc., d'abord bien lisses, bien jolis, comme on aime nous, hein, quand même.
Et puis, on n'a pas fait les autres. Aujourd'hui, ce qui me semble, c'est qu'on a une possibilité incroyable, c'est de tout avoir, quoi. On peut cumuler les propriétés gustatives et nutritionnelles avec une durée de vie ou un attachement au rameau, etc. On peut cumuler les avantages parce qu'on n'est plus les yeux bandés, quoi. C'est ça que je trouve Hmm. extraordinaire. C'est Hmm. qu'on a le savoir qui nous guide. On ne fait plus ça, clac-clac, au petit bonheur la chance, quoi. L'ancêtre du maïs, en fait, ça existe encore. On peut le Oui, voir dans la oui. nature. Il existe dans les Je veux dire. fossés, bien sûr. Il existe dans la nature mexicaine. Et d'ailleurs, si Hmm. vous faites un maïs BT, ou un maïs, je ne sais pas quoi, il peut se croiser à la théocinthe, hein. Donc, on peut avoir des plantes résistantes aux herbicides qui vont devenir des mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Ça existe au Mexique, ça c'est possible. Je ne dis pas que ça existe, mais c'est possible. En Europe, il n'y a pas de théocinthe. Un maïs, il ne pourra jamais se croiser. Oui, elles existent encore. Et la plupart des ancêtres, il y a des cas où on ne sait pas trop. Mais en fait, Hmm. 10 000 ans à l'échelle de l'évolution, c'est rien, 10 000 ans. Quand on étudie l'évolution, nous, on travaille en termes de 1 million, c'est presque rien, 10 millions, 300 millions, voilà, là, on a des grosses échelles. Mais 10 000 ans, c'est hier, quoi. Donc les Ouais, plantes enfin, sont là. à l'échelle de l'évolution naturelle, là, tu as, quand même montré plein de cas où finalement l'évolution des plantes cultivées s'est fait en beaucoup moins longtemps que ça. C'est pour Donc, ça que je dis 10 000 ans, comme les ouais, ancêtres, c'est des plantes naturelles. Les ancêtres, ouais, ils sont naturels. Donc, ils sont encore là parce qu'à leur échelle à eux, 10 000 ans dans la nature, c'est peu. Donc, ils sont là. Parce que ouais. 10 000 ans, il y a des espèces qui disparaissent, qui apparaissent, mais 10 000 ans, c'est rien. Donc, la plupart des ancêtres sont là parce que dans la nature, ils n'ont eu que 10 000 ans à parcourir. C'est ça que je À voulais dire. condition que justement il n'y ait pas une pression anthropique qui les fait disparaître. Parce qu'il y a quand même, t'as quand même un stock d'animaux qui ont disparu de fait de la pression anthropique. Tout à fait. Ça existe. Et donc Tout à ça fait. existe peut-être moins chez les végétaux, mais ça existe incontestablement dans la faune, quoi. Et je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Je ne peux pas dire oui, on a bien l'ancêtre pour la totalité des espèces Ouais. cultivées. En fait, moi, quand je lis domestication, en général, c'est qu'on a l'ancêtre. Et donc, peut-être que quand je ne lis pas, parce qu'il n'y a pas d'article, c'est parce qu'on ne l'a pas. Et j'ai un biais cognitif là-dessus. C'est bien possible. À propos des céréales pérennes, donc, où on en est d'envisager cette possibilité? Alors, envisager la possibilité, on y est, mais on ne les a pas encore parce que quand même, ça demande pas mal de modifications. Donc, j'ai lu un article récent en particulier sur le tournesol. Par exemple, ce n'est pas exactement une céréale, hein, mais vous voyez la fleur que j'ai montrée, hein, c'est plein de petites fleurs avec des graines minuscules réparties. Donc, il va falloir un changement profond de l'architecture dans l'inflorescence, de la taille des graines, etc. Sur des céréales, il va falloir passer par la taille de l'épi, l'attachement de l'épi. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que on connaît les gènes qui contrôlent ça. Et donc aujourd'hui, créer une mutation qui fait que la graine reste attachée à son épi, on sait faire. Agrandir les épis, on sait faire. Euh, Après, il faut changer la hampe florale pour qu'il y ait un seul gros épi en haut et plus des petits épis en bas. On sait en partie faire. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est du rêve, mais ce n'est pas du rêve pendant 100 ans, hein. Si on s'autorise les technos, c'est du rêve pour potentiellement dans quelques années, quoi. Euh, et après, quand on y réfléchit, le labour, etc., c'est quand même. euh, En fait, pourquoi on a tant domestiqué les plantes annuelles? Parce qu'il y a un cycle de vie très court et que ça va vite dans ce cas-là. Ça va très vite. Chaque année, on a des nouvelles mutations. Si vous faites ça sur un noyer, ben, ça va 20 fois moins vite parce qu'il y a 20 ans, je me dis 20 ans, ça peut être 10, mais pour qu'il fasse ses premières noix. Donc en fait, c'est juste que comme l'homme faisait les choses avec la génétique et sans le savoir, eh bien, ça tournait beaucoup plus vite sur la tomate et sur les céréales annuelles que sur des pérennes. Et donc, on a peu touché aux pérennes. Et d'ailleurs, les arbres fruitiers, OK, on les a améliorés, mais on a aussi fait par bouturage, etc., par greffe. On ne l'a pas beaucoup fait par la génétique parce que c'est très long. Si vous avez je vais dire encore un truc, une espèce qui est pas diploïde, mais qui est tétraploïde, hexaploïde, si on veut une mutation qui soit présente chez les 6 copies de chromosomes, il faut des millions d'années de croisement. Et donc ça, on ne l'aura jamais. Surtout sur une plante où on attend 15 ans entre chaque croisement, on ne l'aura jamais. Si vous prenez un petit CRISPR qui va avec son guide là, aller taper dans les 6 copies du gène, génération d'après, vous avez votre mutant sextuple. Et là, waouh, là, on peut commencer à rêver. Donc, moi, je pense que je suis un peu optimiste là-dessus. Je ne suis pas spécialiste. Donc, prenez ce que je dis avec des pincettes. Mais je pense que les céréales pérennes, ce n'est pas du rêve, quoi. C'est du futur moyen terme. Où peut-on en apprendre plus sur les nouveaux hybrides que l'on peut ressemer? Alors, les deux références, je les ai mises dans mon diaporama, vous pouvez regarder. C'est les deux seules publications scientifiques que je connaisse, plus pas mal de commentaires. Mais sur le fait d'utiliser ça, j'ai même parlé récemment avec un des inventeurs. Il y a un Français, j'ai oublié son nom, mais enfin un Français qui travaille maintenant en Allemagne, qui a été dans ces articles-là.
Et j'en ai parlé récemment avec lui, il me dit, je rêve que ça soit un jour utilisé, mais pour l'instant, je ne connais pas de développement pour que ça envahisse nos champs. Et là, je pense qu'il y a quand même un handicap, c'est que je vois pas, je l'ai déjà mentionné, je vois pas bien les sociétés qui vendent les semences se mettre à distribuer ça parce que c'est pas très intéressant pour elles. Et moi, je pense que là, les organismes d'État, je le dis, il y a INRAE par exemple, je pense que c'est son boulot, quoi. Je pense que c'est son boulot de mettre à disposition des céréales pérennes à nos agriculteurs et de profiter de cette technologie. On ne l'accusera pas de vouloir s'en mettre plein les poches, d'être un méchant gros semencier. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Et ça a été fait chez le riz, donc voilà, il y a du boulot pour l'adapter ailleurs, mais il existe un riz, donc il y a même pas, il y en a un, c'est transgène, il doit y avoir 3 transgènes et 4 mutations CRISPR, l'autre, c'est 7 mutations CRISPR. Il existe celui-là, il n'y a même pas de transgène. Je trouve ça incroyable, quoi. Je suis même étonné que ça n'ait pas fait la une des journaux pendant 15 jours d'affilée. Je suis même étonné, tellement c'est une révolution. Merci François et merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.